On dit que certaines secondes paraissent ordinaires, jusqu'au moment où l'on comprend qu'elles ont tout changé. Ce matin-là, la lumière était douce, presque trompeuse. Le ciel au-dessus de Neuilly-sur-Seine était d'un bleu limpide, les haies parfaitement taillées, les trottoirs propres, les portails discrets protégeant des demeures silencieuses. Rien ne laissait présager qu'en quelques battements de cœur, une vie entière pourrait basculer. Le cri ne vint jamais. Ni de l'enfant, ni de la femme figée près de la voiture noire aux vitres teintées, ni de l'homme en orange qui lâcha son sac poubelle vert lorsqu'il vit le petit corps trébucher. Léa Marchand avait 6 ans. Petite silhouette délicate dans une robe claire, cheveux soigneusement attachés par sa mère quelques minutes plus tôt. Elle vivait dans une maison où tout respirait la réussite. Marbre pâle, verrière immense, œuvre d'art choisie par des experts. Son père passait plus de temps entre Paris et l'étranger qu'à domicile, bâtissant des tours de verre qui découpaient l'horizon de la défense. Son nom ouvrait des portes, finançait des projets, ornait des plaques commémoratives. Mais dans l'intimité de cette maison impeccable, il y avait un silence que ni l'argent ni l'influence ne parvenaient à briser. Léa n'avait jamais parlé. Les médecins avaient évoqué une anomalie neurologique rare. Les examens s'étaient succédés. Scanners, bilans génétiques, consultations dans des cliniques privées en France et à l'étranger. Les conclusions restaient prudentes, enveloppées de termes complexes et de probabilités incertaines. Peut-être que la parole viendrait. Peut-être pas. Céline Marchand avait transformé chaque espoir en programme d'action. Orthophoniste spécialisé, neuropsychologue, séances sensorielles, méthodes alternatives. Elle organisait l'agenda de sa fille comme un plan stratégique, persuadée quelque part une solution existait. Pourtant, chaque soir, lorsque Léa la regardait avec ses grands yeux calmes, sans qu'aucun son ne franchisse ses lèvres, une fissure s'élargissait dans le cœur de cette mère toujours impeccable. Ce matin-là, Céline portait un tailleur crème parfaitement ajusté. Même pour accompagner sa fille à l'école, elle conservait cette élégance maîtrisée, comme si le contrôle extérieur pouvait compenser le désordre intérieur. Son téléphone vibra, un appel urgent concernant des fluctuations boursières, un investissement important, une décision à prendre immédiatement. Elle s'éloigna de quelques pas, convaincue que Léa restait près d'elle. Mais Léa observait le monde autrement. Les bruits lointains, les vibrations du sol, la lumière qui se reflétait sur le pare-choc d'une voiture stationnée. Elle n'entendait peut-être pas comme les autres, ne parlait pas comme les autres, mais elle ressentait intensément. Elle fit quelques pas vers la rue. Au même moment, un peu plus loin, Antoine Reyes commençait sa tournée. 34 ans. Dos légèrement voûté par des années de charges répétées. Mains calleuses, regard fatigué mais doux. Son uniforme orange fluorescent tranchait avec l'élégance discrète du quartier. Il connaissait ces rues par cœur. Les jours de collecte, les habitudes des habitants, les regards parfois indifférents. Depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt, ses journées se ressemblaient. Lever à l'aube, préparer le petit déjeuner de Matisse, vérifier le cartable, l'embrasser avant l'école, puis conduire le camion Ben, soulever, trier, avancer. Rentrer le soir épuisé mais déterminé à rester solide pour son fils. Ce matin-là, la sueur assombrissait déjà son col malgré l'air frais. Il s'agenouilla pour ramasser un sac posé de travers. Son esprit dériva vers Matisse. Avait-il bien pensé à prendre son goûter? Avait-il encore posé cette question qui serre le cœur? Pourquoi les autres ont une maman et pas moi? Puis Antoine releva la tête. Il vit d'abord le mouvement léger de la robe claire, puis la petite chaussure qui quitta le trottoir, puis la camionnette de livraison qui surgissait au virage, trop vite pour une rue résidentielle. Son corps réagit avant sa pensée. Il lâcha le sac. Le plastique heurta le sol dans un bruit sourd. Ses bottes crissèrent sur le bitume lorsqu'il bondit en avant. Il sentit ses muscles se tendre, son souffle se bloquer. Tout se concentra en un point précis, atteindre l'enfant. Ses doigts agrippèrent le tissu au niveau du dos. Il tira d'un geste brutal, la ramenant contre lui au moment exact où la camionnette freina dans un crissement aigu. L'odeur de caoutchouc brûlé envahit l'air, quelques centimètres. Céline se retourna trop tard pour empêcher la scène, juste à temps pour la voir. Son téléphone glissa de sa main et tomba dans l'herbe parfaitement taillée. Son cœur cogna si fort qu'elle crut l'entendre résonner dans toute la rue.
Léa heurta la poitrine d'Antoine. Ses petites mains s'accrochèrent à son gilet fluorescent. Son souffle était court, ses yeux grands ouverts, dilatés. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda l'homme qui la tenait, comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se produire, comme si elle mesurait la frontière invisible entre l'instant d'avant et celui d'après. Antoine sentit le poids minuscule contre lui. Une seconde de plus, pensa-t-il. Une seule seconde de plus et tout aurait été différent. Il recula doucement, conscient soudain de la saleté sur ses gants, de l'odeur de déchets imprégnés dans ses vêtements. Il murmura quelques mots maladroits, presque des excuses. Pour lui, c'était un réflexe que n'importe qui aurait fait. Pour Céline, qui serrait désormais Léa contre elle en tremblant, c'était bien plus que cela. C'était la preuve qu'au milieu d'un monde où tout semblait contrôlé, planifié, sécurisé, il suffisait d'un instant d'inattention pour tout perdre. Et d'un inconnu, en orange fluorescent, pour tout sauver. Dans cette rue, redevenue silencieuse, quelque chose d'invisible venait de se produire. Pas seulement un accident évité, mais une rencontre. Un fil ténu, presque imperceptible, venait de relier deux vies que tout opposait. Sans que personne ne le sache encore, ce fil allait transformer bien plus qu'un simple matin. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le silence retomba sur la rue, mais rien n'était plus tout à fait comme avant. Céline resta plusieurs minutes à genoux sur le trottoir, serrant Léa contre elle avec une force presque douloureuse. Elle sentait encore l'odeur âcre des freins dans l'air, le battement affolé de son propre cœur résonnant dans ses tempes. Ses mains parcouraient les bras de sa fille, ses épaules, son visage, vérifiant encore et encore qu'elle était entière. Léa, elle, demeurait étrangement calme. Son regard passait de sa mère à Antoine, puis à la camionnette immobilisée plus loin. Elle ne pleurait pas. Elle absorbait. Antoine fit un pas en arrière, comme s'il craignait d'empiéter sur un territoire qui n'était pas le sien. Il ramassa son sac tombé, évita le regard insistant de Céline et hocha simplement la tête. « Tout va bien, faites attention », murmura-t-il d'une voix basse. Il retourna vers son camion, comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Mais pour Céline, l'exceptionnel venait d'entrer dans sa vie sous la forme d'un homme qu'elle n'aurait probablement jamais remarqué autrement. Ce soir-là, la maison des marchands était plus silencieuse que d'habitude. Céline revivait la scène en boucle. Le tissu de la robe tiré brusquement, le corps minuscule suspendu dans l'air, le bruit strident des freins. Une fraction de seconde séparait sa vie actuelle d'un gouffre sans fond. Son mari, informé par téléphone depuis l'étranger, avait réagi avec stupeur et colère. Il faut renforcer la sécurité, installer un portail automatique supplémentaire. Peut-être un chauffeur permanent, des solutions matérielles, logiques, efficaces. Mais ce n'était pas cela qui hantait Céline. Ce qui la hantait, c'était l'image d'Antoine courant sans hésiter. Pas un calcul, pas une réflexion. Juste un instinct humain. Dans la chambre de Léa, la petite fille alignait ses peluches comme chaque soir. Pourtant, son comportement avait changé d'une manière presque imperceptible. Elle s'arrêtait parfois, regardant ses mains, puis la fenêtre, comme si quelque chose avait été éveillé en elle. De son côté, Antoine termina sa tournée avec les mains encore légèrement tremblantes. Au dépôt, un collègue plaisanta sur sa mine pâle. Antoine répondit vaguement, minimisant l'incident. Il ne cherchait ni reconnaissance ni récit héroïque. Il voulait seulement rentrer. Chez lui, l'appartement était modeste, mais ordonné. Mathis accourut vers lui, un dessin froissé à la main. « Papa, regarde, c'est toi avec ton camion !» Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur comme il le faisait toujours. Il observa le dessin. Un camion immense, un petit bonhomme en orange et à côté un soleil disproportionné. Il pensa à la robe claire sur l'asphalte. Il prit son fils dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Ça va, papa ?» demanda Mathis. Antoine hésita une seconde. « Oui, ça va. » Mais il savait que quelque chose aurait pu ne plus jamais aller. Les jours suivants, Céline développa une étrange habitude. Chaque matin de collecte, elle jetait un coup d'œil discret par la fenêtre avant de sortir. La première fois qu'elle revit Antoine au bout de la rue, son cœur se serra. Il travaillait avec la même application, même concentration. Il saluait les enfants qui partaient à l'école. Certains lui faisaient signe avec enthousiasme.
Il s'accroupissait pour leur répondre, leur expliquant parfois brièvement comment fonctionnait le camion. Il n'avait rien d'extraordinaire, et c'était précisément cela qui bouleversait Céline. Léa aussi le remarqua. Le deuxième matin, elle se plaça près de la baie vitrée. Ses doigts s'appuyèrent contre le verre. Lorsque le camion s'arrêta devant la maison, elle resta immobile, les yeux rivés sur l'homme en orange. Antoine leva la tête presque instinctivement. Leurs regards se croisèrent. Il esquissa un petit signe de la main. Après une seconde d'hésitation, Léa leva la sienne, un geste timide, lente. Céline observa la scène, quelque chose de nouveau comprimant sa poitrine. C'était pas de la peur cette fois, c'était autre chose. Une sensation plus douce mais plus profonde. Les semaines passèrent. Antoine continuait sa routine. Pourtant, il remarqua que la petite fille à la robe claire apparaissait régulièrement près de la fenêtre. Il ignorait tout de son nom, de sa famille, de son histoire médicale. Il savait seulement qu'elle ne parlait pas. Il l'avait compris le jour de l'accident, il n'y avait pas eu de cri. Mais cela ne le mettait pas mal à l'aise. Au contraire, il respectait ce silence. Il ne tentait pas de le combler avec des phrases inutiles. Un matin, Céline accompagna Léa jusqu'au bout de l'allée. Antoine s'arrêta un peu surpris. « Bonjour », dit-il simplement. Céline répondit avec une politesse mesurée, encore prisonnière de la distance sociale qui les séparait. Mais Léa fit un pas en avant. Antoine s'accroupit immédiatement pour être à sa hauteur. « Tu veux voir comment ça marche ?» Il désigna le mécanisme du camion. Les bras hydrauliques, les leviers. Il lui montra ses gants, les lui tendit pour qu'elle les touche. Léa posa ses petites mains sur le cuir épais. Ses yeux brillaient d'une attention intense. Il ne parlait pas vite. Il ne la pressait pas. Il la considérait. Céline réalisa soudain combien, dans les cabinets médicaux, on parlait souvent de Léa sans lui parler à elle. Les discussions se faisaient au-dessus de sa tête. Les diagnostics, les hypothèses, les stratégies. Antoine, lui, s'adressait directement à elle, même sans réponse verbale. Chez lui, la réalité restait difficile. Le moteur du camion avait connu des pannes répétées, réduisant certaines heures de travail. Les factures d'électricité s'accumulaient sur la table de la cuisine. Mathis, un soir, posa une question que redoua Antoine. « Papa, pourquoi les autres enfants ont une maman ?» Le silence pesa lourd. Antoine chercha les mots justes, ceux qui ne blessent pas davantage. Parce que chaque famille est différente. Mais tu sais quoi? L'important, c'est qu'on s'aime fort. Il détourna le regard un instant pour ravaler l'émotion. Il portait sa peine en silence, comme Léa portait la sienne. Peu à peu, un rituel s'installa. Les matins de collecte, Léa attendait près de la porte. Parfois, elle faisait quelques pas supplémentaires vers le trottoir, sous le regard attentif de sa mère. Antoine souriait toujours. Il ne cherchait rien, il ne demandait rien. Mais il offrait quelque chose d'essentiel, une présence stable. Et dans l'univers soigneusement contrôlé de Céline, cette simplicité commençait à fissurer les murs invisibles qu'elle avait construits autour d'elle. Elle comprit que ce qui avait sauvé sa fille ce matin-là n'était pas seulement un réflexe rapide. C'était un homme qui, malgré ses propres douleurs, restait capable de tendre la main sans calcul. Sans savoir encore jusqu'où cela les mènerait, leur vie s'entremêlait doucement, guidée par un fil fragile, né d'une seconde suspendue entre la vie et le vide. Sans savoir encore jusqu'où cela les mènerait, leur vie s'entremêlait doucement, guidée par un fil fragile, né d'une seconde suspendue entre la vie et le vide. Ce fil devint plus solide au fil des semaines. Léa attendait désormais les matins de collecte avec une impatience silencieuse mais visible. Elle se levait plus tôt ces jours-là. Elle choisissait elle-même sa robe. Elle se tenait près de la porte avant même que Céline ne prononce un mot. Les thérapeutes remarquèrent le changement. « Elle est plus engagée », observa l'orthophoniste. Son regard cherche davantage le contact. Elle tente plus de sons. Céline n'osait pas se réjouir trop vite. Elle avait appris à se protéger des faux espoirs. Pourtant, à la maison, elle entendit quelque chose de nouveau. Un matin, alors que Léa jouait avec ses figurines, un léger grondement sortit de sa gorge. Un son grave, tremblant. Céline se figea. Léa répéta. Cette fois en regardant par la fenêtre, là où le camion orange apparaissait habituellement. Elle imitait le moteur. Ce n'était pas encore une parole, mais ce n'était plus le silence absolu. Antoine, de son côté, ignorait l'ampleur de son influence. Il continuait de venir 2 fois par semaine.
Il s'accroupissait, montrait un levier, expliquait un geste simple. Parfois, il laissait Léa appuyer sur un bouton inactif sous sa surveillance, juste pour lui donner l'impression de participer. Il la traitait comme capable. Il ne voyait pas une enfant malade, il voyait une enfant attentive. Chez lui, pourtant, la pression augmentait. Une réduction d'heures temporaires compliqua le budget. Antoine passa plusieurs nuits à recalculer ses dépenses. Il refusait de s'endetter davantage. Mathis grandissait, ses besoins aussi. Un soir, Céline l'appela. Sa voix était posée, mais déterminée. « J'aimerais vous remercier correctement. Accepteriez-vous de venir déjeuner dimanche avec votre fils ?» Antoine hésita. La distance sociale lui pesait. Il ne voulait ni pitié, ni faveur. « Ce n'est pas une question d'argent, » ajouta-t-elle doucement. « C'est important pour moi. » Il finit par accepter. Le dimanche, Mathis découvrit la maison des marchands avec des yeux émerveillés. Les plafonds hauts, les grandes baies vitrées, le jardin parfaitement entretenu. Antoine se sentait déplacé dans son costume simple, les mains crispées sur ses genoux à table. Mais Céline n'aborda ni l'accident ni la richesse. Ils parlèrent d'école, de football, de camions et de dessin. Léa observait Antoine avec concentration. À un moment, Mathis raconta une blague d'enfant. Antoine rit franchement. Léa émit un petit souffle, un son qui ressemblait presque à un rire. Tous s'immobilisèrent, elle ne sembla pas s'en rendre compte. Mais Céline, elle, sentit ses yeux se remplir de larmes. Quelque chose avançait. Les mois passèrent encore. Les séances d'orthophonie s'intensifièrent, mais avec une différence notable. Léa essayait. Elle produisait des sons, parfois frustrés, parfois déterminés. Antoine continuait sa présence discrète. Il ne demandait jamais de nouvelles. Il ne cherchait pas à savoir. Il était simplement là. Puis vint ce matin ordinaire. Le soleil, l'air était doux. Antoine descendit du camion, souleva un bac, le vida avec le bruit métallique habituel. Il sentit une petite présence derrière lui. Léa se tenait au bord du trottoir, un peu plus proche que d'habitude. Ses mains étaient jointes si fort que ses phalanges blanchissaient. Son corps entier semblait concentré. Céline observait à distance, incapable d'intervenir. Antoine se retourna, sourit. « Bonjour !» Il allait reprendre son travail lorsqu'un son fragile traversa l'air. Un son différent, plus clair, plus volontaire. Antoine se figea. Léa ouvrit la bouche, son visage contracté par l'effort. Un mot se forma maladroitement, brisé, presque imperceptible. « Ah, tout !» Elle inspira profondément, les yeux brillants de peur et de courage mêlés. Antoine, le monde sembla suspendu. Céline porta ses mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses jambes cédèrent et elle s'agenouilla dans l'herbe. Antoine sentit sa gorge se nouer. Ses yeux se remplirent instantanément. Il s'accroupit lentement, à hauteur de Léa. Il ne pleura pas bruyamment. Il ne cria pas de joie. Il posa simplement une main sur son cœur. « Bonjour Léa », répondit-il doucement. C'était la première fois qu'elle prononçait un mot clair. Et ce mot était son prénom. La nouvelle circula rapidement dans le cercle proche. Les médecins parlèrent de déclic émotionnel, d'ancrage sécurisant, d'évolution neurologique stimulée par la relation. Céline comprit une chose essentielle. Toutes les thérapies du monde n'avaient pas suffi seules. Il avait fallu la sécurité d'un regard sans jugement, la constance d'une présence simple. Elle finança alors discrètement plusieurs centres d'orthophonie et de soutien aux familles, sans plaque à son nom, sans conférence de presse. Antoine reçut des propositions financières importantes. Il refusa la plupart. Ce qu'il accepta en revanche fut une offre concrète. Diriger un programme communautaire d'aide aux familles en difficulté, financé par Céline. Un poste stable, bien rémunéré, avec des horaires compatibles avec la vie de Mathis. Pas une récompense, une reconnaissance digne. Les années passèrent. Un autre matin lumineux, Léa se tenait sur une petite scène lors d'un événement communautaire à Suresnes. Elle avait grandi. Sa posture était assurée. Sa voix claire résonnait dans le micro. Elle remercia les professionnels, sa mère, les familles présentes. Puis elle marqua une pause. Et merci à celui qui m'a appris que même dans le silence, on peut être entendu. Dans la foule, Antoine entoura Mathis de son bras. Le garçon devenu adolescent regardait son père avec fierté. Céline observait sa fille, le cœur apaisé. Elle n'était plus seulement la femme d'affaires puissante. Elle était une mère qui avait compris que la vraie richesse ne se mesure ni en immeubles ni en chiffres, mais en liens humains. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui a sauvé Léa. C'est un geste,
un regard, une présence sincère. Cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de changer une vie, parfois en une seconde, que la dignité vaut plus que la charité et que la compassion, lorsqu'elle est authentique, peut ouvrir des portes que la science seule peine à franchir. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la soutenir. Likez, partagez, laissez un commentaire pour dire ce qu'elle vous a fait ressentir et abonnez-vous pour que d'autres récits porteurs d'espoir puissent continuer à exister. Parce que parfois, un simple geste peut devenir une voix.